Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité de la semaine, cinéma, séries et jeux vidéo. Et aujourd'hui, pas mal d'actualités intéressantes avec quand même une grosse crise qui est en train de traverser Hollywood de plus en plus. Une année assez catastrophique pour le cinéma, mine de rien, c'était prévisible mais on va en parler. Et vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai changé un peu l'esthétique des vidéos critiques et des vidéos où je parle de films de manière générale. Et je vais essayer de mettre cette esthétique aussi dans les vidéos actualité. À vous de me dire si vous préférez ce style de vidéo actualité dans les commentaires. Vous avez dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actus, car l'objectif n'est pas juste de faire un listing bête et méchant de l'actualité, ça m'intéresse pas, j'ai envie de vous donner mon avis et j'ai envie d'avoir le vôtre. Je lis vos commentaires. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, CyberGhostVPN, qui me permet de faire plein de vidéos pour vous, c'est eux qui financent énormément la chaîne, sans eux je ne pourrais plus, mais c'est surtout un service que vous pouvez utiliser et qui est super utile, que moi j'utilise régulièrement, vous débloquez des plateformes de streaming folles. Essayez juste vos plateformes préférées, Netflix, Disney, n'importe laquelle, dans tous les pays du monde, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, au Canada, pour la VOSTFR et la VF pour beaucoup d'entre vous, mais beaucoup de pays européens ont aussi la VOSTFR et la VF. Vous pouvez avoir tous les films récents sur Netflix comme Tout sauf toi, Madame Web, qui sont pas forcément excellents, mais vous avez aussi Past Lives qui est incroyable. Sur Disney+, vous avez d'incroyables films récents aussi comme Pauvre Créature ou même Wish que vous n'avez pas vu en salle vu le box-office. Sur Prime Video, vous avez aussi Godzilla Minus One au Japon en version 4K et même noir et blanc. Et sur Max qui arrive bientôt en France et vous pouvez d'ailleurs l'avoir en avance si vous voulez. Vous avez Iron Claw qui est trop bien et même Dune 2 qui est déjà disponible dans toute sa beauté. En plus de ça, vous pouvez avoir YouTube Premium sans publicité qui est vraiment trop cool et ça change la vie. Vous prenez un VPN dans un pays européen comme la Roumanie, la Bulgarie ou au-delà si vous voulez pour encore moins cher, Turquie, Argentine, Inde. Bref, déjà sans les pubs c'est cool mais en plus vous pouvez le mettre dans votre poche, écouter en mode podcast, c'est trop bien. Vous serez en plus grande sécurité qu'un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel ou même chez vous d'ailleurs. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total donc ça c'est vraiment pratique et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics c'est fait sans aucun problème. Tout le monde peut l'utiliser facilement et aisément, c'est ça qui est cool. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Un nouveau film Street Fighter est bel et bien en train de se faire avec les réalisateurs du film Talk to Me qui était vraiment pas mal. C'est Danny et Michael Philippou qui vont s'en occuper et je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Au cinéma, Street Fighter n'a pas toujours eu beaucoup de chance, donc peut-être que ça sera différent cette fois-ci. Fast 11 sera visiblement un film plus intime. Vous le savez, Fast 10 n'était pas un énorme succès malheureusement. Il coûtait très cher, 340 millions, on va en parler après de ça, et n'a rapporté que 700 quelque chose, donc c'est vraiment pas assez. Au box-office, c'était à peine rentable. Du coup, ils ne veulent pas du tout mettre autant d'argent dans le prochain film. Ils l'ont vraiment reconfirmé cette semaine et ils veulent que ce soit un truc plus intime, qui retourne un peu aux bases. Et moi, je l'ai toujours dit et je le redirai, que le dernier film de ta saga, à la base, ils voulaient en faire un troisième, parce que c'était Fast 10, 1, 2, 3. Là, ça sera juste Fast 10, Fast 11. Mais que le dernier film de ta saga principale soit un film plus intime alors que t'as fait un build-up de film en film pendant des décennies, là, faire plus intime, c'est stupide. Fais ton Avengers des films fast, fais tout péter, mets le budget, fais un truc épique, grandiose, fais la conclusion de ta saga, bordel. Tu peux avoir de l'émotion, de l'intimité dans des choses énormes aussi. Revenir en arrière, pour moi, ce serait un énorme aveu d'échec. Surtout pour ton film épique final, quoi. C'est juste pas possible. Je sais pas si vous le savez, mais la boîte d'intelligence artificielle, OpenAI, qui fait beaucoup de débats dans le cinéma et dans le monde des séries, a récemment lancé leur chatbot vocal qui ressemble beaucoup, en tout cas qui ressemblait beaucoup avant ce qui s'est passé, à la voix de Scarlett Johansson dans Her. Et Scarlett Johansson a reçu une demande de la part de la boîte pour qu'elle prête sa voix à l'intelligence artificielle, mais elle a refusé. Elle a refusé et pourtant l'intelligence artificielle ressemblait quand même à sa voix. Forcément, Scarlett a menacé de porter plainte. T'imagines, on veut t'embaucher pour ta voix, tu dis non, et ensuite ça ressemble quand même à ta voix. Non, c'est juste pas possible. Ils ont changé la voix depuis et visiblement il n'y aura pas de procès. C'est évidemment très malhonnête de faire ce qu'ils ont fait. Et les acteurs vont de plus en plus porter plainte pour ce genre de choses, surtout avec les IA, les deepfakes et tout, ça les arrange pas du tout. Ils sont en train de perdre leur image, leur voix en échange de rien. La première image du prochain film avec The Rock, censé être un film dramatique, sérieux, par l'un des frères Safdie, montre un The Rock avec des cheveux de une, mais dans le ring. C'est bien parce que ce sera peut-être l'opportunité pour The Rock de montrer son talent d'acteur dramatique, on l'espère, et il fera face visiblement à Alexander Usyk dans le film. Usyk qui sort d'une belle victoire contre Tyson Fury, donc il a la cote en ce moment. C'est le premier à avoir battu Tyson, c'est pas rien non plus. Artus a dit récemment qu'il détestait que les films soient coupés par des publicités à la télévision, et je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est pas normal, c'est pas logique, mais d'un certain point de vue, la télévision c'est gratuit, donc qu'il y ait des publicités, ça m'étonne pas tant que ça. Qu'il y ait des publicités qui coupent le film, c'est dégueulasse, je suis d'accord avec lui. Et ce que je trouve fou, c'est qu'il y a des gens qui vont payer des plateformes de streaming et quand même se taper des pubs. Non, là c'est trop la honte, je suis désolé. C'est mieux de pirater que de payer un abonnement qui a des publicités qui coupent ton contenu plusieurs fois par heure, c'est juste pas possible. Encore, c'est gratuit, il y a des pubs à la limite, je peux comprendre. Il y a des pubs et tu payes
gay. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible, je suis désolé. Guy Pearce était présent à Cannes avec un pin Palestine et il a été censuré. Et oui, mais c'est assez particulier parce qu'il a été censuré qu'en France. Vanity Fair France, qui a pris la photo, a enlevé son pin, sauf qu'ils n'ont pas compris que son bracelet était aussi en soutien à la Palestine et ils ont laissé le bracelet. Sur les Vanity Fair des autres pays, comme l'Italie, le pin est dispo. C'est juste en France, visiblement, ou peut-être dans d'autres pays, mais j'ai pas vu. Mais en France, en tout cas, il est censuré. Ce n'est pas normal de censurer les avis politiques des artistes, surtout lorsqu'ils soutiennent l'arrêt d'un génocide. Ce n'est pas normal. Les artistes qui veulent être engagés, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent et il faut les soutenir. Surtout dans une situation aussi grave, bordel. Richard Linklater, un réalisateur que moi j'aime beaucoup, est en train de réaliser un film sur 17 ans. On le connaît, hein, il a déjà fait Boyhood sur 12 ans, là il le fait sur 17 ans avec Paul Mescal dans le rôle principal. Donc le film sortira dans 17, 18, 19 ans. J'aurai 45 piges au moins, c'est juste pas possible. J'ai trop la haine. Peut-être on le verra du coup dans 20 ans ce film. Ron Howard a prévu un nouveau film qui s'appelle Eden, qui sera diffusé pour la première fois au Festival de Venise et le casting est XXL. Jude Law, Sydney Sweeney, Daniel Brühl, Ana de Armas et évidemment Vanessa Kirby. Je pense que beaucoup de personnes vont entendre parler de ce film. On verra les premiers retours à Venise en septembre. La série Dexter Original Sin, qui est un prequel à la série Dexter, et oui, la troisième série Dexter, a trouvé son casting. Patrick Gibson jouera Dexter John, Molly Brown jouera Debra et Christian Slater jouera Henry ou Harry, je sais plus comment il s'appelle, le père de Dexter, un truc comme ça. C'est le casting de la nouvelle série. Est-ce que ça m'intéresse? Pas spécialement. Dexter, c'est l'une des séries qui est le plus cassé de la gueule de l'histoire. Peut-être le prequel peut être bien, hein, mais ça m'intéresse pas vraiment. Peut-être je lui donnerai une chance, on verra bien. Hugh Jackman a joué dans un film qui s'appelle The Death of Robin Hood. Il joue donc Robin des Bois à la fin de sa vie. Il réfléchit à la vie qu'il a menée en tant que criminel. Il sera accompagné au casting de Jodie Comer. Ça peut être intéressant. Le film est en train de trouver des distributeurs un peu partout dans le monde. C'est A24 qui s'en occupe aux États-Unis par exemple. David Lynch va faire une grosse annonce le 5 juin. On sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un nouveau film, une série? Est-ce que c'est un partenariat commercial? Est-ce que c'est des pubs? On n'en sait rien. Mais une annonce David Lynch va avoir lieu le 5 juin et on a tous hâte. Un Spider-Man de 10 ans sera bel et bien présent dans le film Venom 3. Venom 3 c'est particulier parce qu'on n'a toujours pas d'annonce, d'image, rien. Le film sort dans 5 mois, un peu moins même, octobre, dans 4 mois, rien pour l'instant. Mais on sait que Spider-Man de 10 ans sera dedans. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est une idée de merde, mais comme d'hab, hein, ils vont la faire comme Joker avec Batman. C'est ridicule. Ce sera un beau carnage, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Ça sera une trilogie nanardesque que j'ai au final hâte de découvrir parce que je sais que ce sera de la merde et je sais que ça va me faire rigoler. Morgan Spurlock, le réalisateur de Super Size Me, est décédé récemment. J'en parle car il nous a beaucoup marqué, je pense, avec son documentaire Super Size Me qui était nommé pour un Oscar d'ailleurs à l'époque. Je vous le conseille, il est assez intéressant. C'est l'histoire d'un mec qui bouffe McDo constamment tous les jours et qui analyse son évolution. Donc évidemment, paix à son âme. La bande-annonce du film Sacrifice a été révélée. C'est un film qui sort aux États-Unis en tout cas fin juin. Ça sera normalement, si je dis pas de bêtises, le premier film de la fille de Ridley Scott, ici Jordan Scott. Le prochain film de Spielberg sera un film d'OVNI. Et oui, retour aux sources pour Spielberg, hein, qui a peut-être fait le film d'OVNI le plus populaire de l'histoire. Il sortira en 2026. Spielberg, OVNI, Spielberg science-fiction, trop hâte. Glenn Powell aurait refusé de faire Tout sauf toi si le film sortait directement en streaming. Il s'est battu pour que le film sorte en salle. Il avait raison. En salle, le film a eu bien plus d'impact. Il a bien marché, vraiment rentable pour le coup. En streaming, les gens l'auraient regardé et oublié. Et il aurait rapporté beaucoup moins d'argent aussi. Il a grave raison, mais ça on en parle après. Roméo plus Juliette aura le droit à une adaptation Broadway. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que j'avais fait une vidéo sur Roméo et Juliette à West End, à Londres, avec évidemment les commentaires racistes qui ont été diffusés par rapport à Francesca qui jouait Juliette. Et là, personne ne parle de Rachel Zegler. C'est assez intéressant parce que Rachel Zegler, là on fait pas de commentaires sur le fait que Juliette n'est pas assez blanche. Par contre, lorsque c'est Blanche-Neige, là on fait des commentaires sur le fait qu'elle est juste pas assez blanche. Je pense juste que les gens sont extrêmement racistes envers les noirs et c'est pour ça qu'ils l'ouvrent lorsque c'est un noir qui joue un rôle qui est normalement fait pour les blancs entre guillemets. Pour parler un peu de ce qui s'est passé à Cannes, les récompenses. Alors, premièrement, prix du scénario, c'est allé à Substance, le film de Coralie Farget, le film de body horror qui apparemment est pas mal du tout. Meilleures actrices a été donné à l'intégralité du casting d'Emilia Pérez. L'histoire du film, c'est un chef de cartel mexicain qui décide de faire sa transition de genre pour de une échapper aux autorités et assumer son genre qu'elle a caché durant toute sa vie. D'ailleurs, le film Emilia Pérez a reçu le prix du jury. Alors, c'est particulier. Le prix du jury, c'est un prix pour la singularité et la démarche cinématographique, en général pour des réalisateurs prometteurs ou alors confirmés. Donc, il a aussi gagné ce prix et je vous précise parce qu'il y a 3 prix assez similaires qui prêtent à confusion. Meilleur acteur, c'est Jesse Plemons qui a gagné pour A Kind of Kindness, le film qui sort à la fin du mois de juin. Très curieux de savoir ce que ça va donner. Pour le coup, les retours sont très particuliers. Le Grand Prix de Cannes a été donné à All We Imagine As Light. C'est un film indien qui part de sororité entre plusieurs colocataires et certaines qui sont des infirmières de nuit à Mumbai. Apparemment, le film est vraiment bien et je vous ai dit, le prix du jury, c'était très spécifique. Le Grand Prix, c'est aussi spécifique parce que c'est pour l'originalité et l'esprit de recherche. Donc, Grand Prix, prix du jury, c'est pas la même chose et la Palme d'Or, c'est pas la même chose non plus. La Palme d'Or est allée pour Anora. La Palme d'Or, c'est le meilleur film et c'est l'histoire d'une prostituée de Brooklyn qui tombe amoureuse du fils
fils d'un oligarque russe. Et lorsque les parents du fils l'apprennent, ils veulent arrêter le mariage. C'est un film de Sean Baker. Sean Baker, j'ai aimé toute sa filmographie. Je suis très content qu'il ait gagné. Et oui, Palme d'Or, c'est le meilleur film. Et toujours pas de date sur quand est-ce que va sortir ce film. Mais c'est intéressant parce que Neon, le distributeur américain, a sorti aux États-Unis les 5 dernières Palmes d'Or. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça veut rien dire, hein. Ça veut juste dire qu'ils ont acheté les droits et fait le marketing. Enfin, c'est quand même pas mal, hein. Mais ils n'ont pas influencé le film. Mais le gros souci, c'est Hollywood qui se casse un petit peu la gueule avec Furiosa, qui est une énorme surprise à quel point c'est un échec. Furiosa a un budget de 168 millions et lors de son premier week-end n'a rapporté que 64 millions, ce qui est mauvais. C'est même très mauvais. C'était le pire score aux États-Unis en 40 ans pour le Memorial Weekend. C'est un week-end férié aux États-Unis et en général, les gens vont beaucoup au cinéma. Là, personne n'est allé. Énorme flop aux États-Unis. Voilà, le pire score depuis 40 ans et c'est le plus gros marché mondial de cinéma quand même, hein, les États-Unis. Et là, énorme flop pour Furiosa. Pourquoi? Est-ce que c'est la franchise Mad Max qui n'attire pas trop? C'est assez étonnant parce que quand même la franchise Mad Max, on est passé d'un film qui a quand même presque fait 400 millions, 380 pour Fury Road, et qui est considéré comme l'un des plus grands films d'action de tous les temps. Et on allait penser que peut-être les gens allaient se déplacer en salle pour Furiosa. C'est pas le cas aux États-Unis, c'est pas le cas en France non plus. Moins de 300 000 entrées en 5 jours, là où Fury Road avait fait presque 800 000, c'est catastrophique. On pourrait parler des cinémas, on pourrait parler des prix qui augmentent, le monde qui est en crise économique, les gens vont moins au cinéma, l'attirance de la saga Mad Max, toutes ces choses-là. Et c'est triste parce que si ce film flop, il y aura sûrement pas de Mad Max Wasteland, donc le dernier de la saga en théorie d'après Miller, même s'il veut faire plusieurs films, mais bon, peu importe. Et c'est assez déprimant, mais moi je pense que ce qui a vraiment détruit les États-Unis, c'est le streaming. Et je parle pas des plateformes de streaming en général, c'est juste l'attitude qu'ont les studios avec le streaming. Les Américains, ils aiment pas aller au cinéma de base. 2/3 des Américains ont dit qu'ils veulent plus aller au cinéma, ils aiment pas, ça les saoule, c'est cher, c'est loin, les gens font du bruit et tout, ça saoule tout le monde. Et maintenant, lorsqu'un film flop, si le premier week-end du film est mauvais, ce que les studios vont faire, c'est qu'ils vont sortir le film en VOD, pas en streaming, hein, mais en VOD, 2 semaines après. De Fall Guy, 2 semaines après la sortie, il est en VOD. Pourquoi tu vas te déplacer au cinéma lorsque tu sais que le film sera disponible en 2 semaines? Encore à la limite des films comme Dune 2. Dune 2, ils ont mis quoi? Il est sorti cette semaine, enfin la semaine dernière en HBO Max. Ils ont mis 1 mois et demi avant la sortie VOD et encore 1 mois et demi plus tard avant la sortie streaming. Donc tu avais 3 mois avant de pouvoir voir le film à la maison, sans parler du piratage et des choses comme ça. Donc les Américains sont habitués à attendre. Ils vont plus au cinéma à cause de ça parce qu'ils savent que le film sera disponible chez eux dans 2 semaines. S'ils vont avec des enfants, c'est cher. S'ils vont en couple, c'est cher. Alors que tu le loues à la maison, ils préfèrent en plus rester à la maison, les Américains. Bim, tu peux le louer pour 20 balles chez toi, alors qu'une place de cinéma c'est 25 balles. Mais on est d'accord, l'expérience cinéma est largement meilleure. Mais les Américains s'en branlent. Et je pense que culturellement, ça fait galérer tous les studios. On l'a vu avec Pixar qui galère beaucoup. Et les studios se font beaucoup moins d'argent. Maintenant, dépasser le milliard, c'est hyper compliqué. Il y a 1 ou 2 films par an qui vont le faire, alors qu'à une époque, il y en avait genre 5 ou 6 par an, quoi. Donc les gens aux États-Unis n'ont plus l'habitude, c'est le plus grand marché, et les prix des blockbusters sont trop chers. Là, 160 millions pour Furiosa, c'est pas ce qui me semble étonnant. Gros budget, blockbuster, mais c'est pas un film qui coûte 300, 400 millions. Contrairement à Mission Impossible, qui va coûter 400 millions de dollars le prochain. 400 millions. Pourquoi? Parce que le film a des retards à cause d'un sous-marin qui fonctionne pas. Ça, c'est un autre délire. C'est un problème de Tom Cruise, ça, d'avoir un sous-marin qui fonctionne pas dans ton film. Mais 400 millions. Déjà que le précédent qui coûtait 300 millions était un flop, là, ils vont dépenser 400 millions pour le prochain. À la limite, moi, je m'en fous. C'est le dernier Mission Impossible de la saga, qui dépense le plus d'argent possible et qui soit pas rentable, on s'en tape. Mais les studios réfléchissent pas comme ça. Ils savent que c'est le dernier, ils assument et ils payent. Mais après c'est terminé. Pareil, Gladiator 2, 300 millions de budget, un peu plus même. Mais jamais il sera rentable. Pour 300 millions de budget, il faut qu'il fasse au moins 800, 900 au box-office. Jamais de la vie, Gladiator 2 va faire 800 millions. À moins que les retours soient fous, mais même là, je pense que la culture a été complètement détruite aux States, avec les sorties en simultané, avec le pressing des plateformes de streaming, avec les prix des cinémas et juste la crise économique, tout simplement, faut le dire aussi, et le désintérêt pour beaucoup de films. Et même là, je suis en train de me dire si Deadpool 3 sera un succès ou pas. Je le vois pas être un succès autant que les gens veulent. 1 milliard, faut qu'on s'habitue à que ce ne soit plus normal. Ça sera exceptionnel, rare et incroyable. Encore l'année dernière, on sortait du Covid et tous les gens étaient contents de revenir en salle, il y avait plein de films. Là, cette année, grève des acteurs, grève des scénaristes, beaucoup moins de films. Les synergies sont plus présentes, quoi. Donc les films marchent moins bien aussi. L'année prochaine sera intéressante. Cette année sera compliquée. L'année prochaine, où les films seront encore une fois sortis normalement, on verra bien. Mais là, la situation à Hollywood est catastrophique et vraiment grave pour les studios qui peuvent plus faire d'argent. Mais en même temps, ça va peut-être leur apprendre de dépenser beaucoup moins pour des conneries comme ça, quoi. 300, 400 millions pour un film, c'est juste pas possible, quoi. On va surveiller la situation, mais franchement, rien de bon. Et tant mieux, ça va peut-être créer une nouvelle renaissance à Hollywood où ils vont commencer à dépenser de l'argent plus intelligemment. Mais j'ai peur que intelligemment, pour eux, ça veut dire sans risque. Et ils vont commencer juste à faire du fanservice à la con, mais ça va saouler les gens aussi. Et on en parlera. Côté Amazon Prime, Reacher a trouvé son ennemi dans la saison 3 de Reacher, série très sympa d'ailleurs. Olivier Richards, oui ça ressemble, jouera l'ennemi de Reacher et dans les bouquins, c'est quelqu'un qui est plus grand, plus costaud que Reacher et je pense que ça peut être assez rigolo à voir et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la série qui sortira l'année prochaine. En parlant de Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds a fait récemment une vidéo où il a dit plusieurs choses qui m'ont énervé. Il a dit que pour voir le film,
il faut baisser ses attentes, il faut éteindre son cerveau, il faut baisser son QI. Et ça m'énerve ce cynisme. Pour moi, tout ce qu'il a dit là, ça veut dire mon film, c'est de la merde. C'est ce qu'il a dit. Et il a pas dit en mode Deadpool, personnage et tout. Non, il a dit mon film, c'est de la merde. Allez-y en étant bête. C'est ce qu'il a dit. Et j'aime pas ce cynisme des blockbusters. Assume ton blockbuster. Dis que c'est un blockbuster intelligent, qui est fait pour le fun, qui est vraiment drôle. Pourquoi tu rabaisses ton propre film? C'est pas normal. Au moins, mens-nous. Je m'en tape. J'imagine que le délire par rapport aux attentes, c'est les gens qui s'attendent à 20 000 caméos et fanservice. J'imagine que c'est par rapport à ça. Mais baisse ton QI, éteins ton cerveau, c'est juste pas possible comme remarque. De ton film, pour moi, ça veut juste dire que tu fais pas confiance dans ton film et que c'est de la merde et que les gens vont trouver ça nul. Je vous le dis, hein, ce projet, il sent pas bon. Le fait que Hugh Jackman soit revenu pour ça, c'est pas possible. C'est juste trop triste. On verra bien quand le film sortira. Peut-être je vais fermer ma bouche et je vais bien aimer. Et c'est sûr que je vais bien aimer en vrai. Je pense que je vais passer un bon moment devant, mais la déception sera évidente aussi en termes de qualité de film. Une série sur Vision est prévue pour 2026. Marvel, ils sont trop forts. Pour faire des projets dont tout le monde s'en fout et ensuite se plaindre que personne n'a regardé leur projet, trop fort. Qui en a quelque chose à faire de Vision? Non mais sérieusement, arrêtez, c'est pas possible. Raoul Colli a perdu le rôle de Monsieur Fantastique dans le film 4 Fantastiques à Pedro Pascal. Il y a rien de surprenant, Pedro Pascal c'est un bien plus gros nom et peut-être il était meilleur aussi, mais je voyais déjà plus Raoul Colli en Mr. Richards que Pedro Pascal. Mais bon, ça c'est un débat pas très important, ça se fera pas, mais c'est intéressant quand même qu'il était dans la course et je suis content pour lui parce que je le trouve vraiment bien. Le projet X-Men live action avance chez Marvel, Dieu merci, j'espère qu'ils ont compris un peu les leçons de 97. C'est Michael Leslie qui va l'écrire, il a récemment écrit le dernier Hunger Games qui était pas mal d'après moi, enfin c'était pour moi le meilleur de la saga. Je parlais de blockbusters, du cinéma, du streaming et tout, mais Pixar a perdu 14% de son effectif et oui, ils ont licencié tellement de personnes, ils ont jamais autant licencié de personnes, 14% c'est énorme, c'est la plus grosse restructuration du studio, ils ont plus d'argent, mais c'est normal, ils sortent leurs films en streaming, personne les regarde, ça rapporte pas d'argent. Pixar, à une époque, c'était des mastodontes du box-office, ils rapportaient tellement d'argent, mais là avec les progrès de l'IA, de la technologie, l'économie qui se casse la gueule, bah forcément ils ont licencié beaucoup de personnes et c'est juste trop triste. Et de l'autre côté, bah les deux films Pirates des Caraïbes sont encore prévus, vous savez il y a un film spin-off qui est prévu avec Margot Robbie et un autre film qui est censé relancer la franchise, c'est trop bizarre parce qu'à chaque fois on entend que les films sont annulés, ils reviennent, ils sont réannulés, ils reviennent, bon on verra bien si un jour ils vont sortir. Et le tournage de Moana va commencer cet automne, du live action. En vrai, j'ai juste envie qu'ils nous fassent un peu voyager en Polynésie. En live action, c'est un monde qui est pas beaucoup montré à l'écran et encore moins avec de l'argent blockbuster. Donc j'ai juste envie qu'ils nous fassent voyager, même si c'est un remake inutile. J'espère qu'ils vont prendre au moins de belles images. On a la première image de Liam Hemsworth en Geralt. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Non mais c'est terminé Netflix. On s'en fout, c'est fini, on en a plus rien à battre. Faites vos 2 saisons, puis annulez, vendez les droits, faites quelque chose, mais on s'en fout. Le prochain film Knives Out est confirmé pour 2025. Wake Up Dead Man, c'est le nom. Et ça c'est particulier aussi. Putain, Netflix, ils ont acheté une franchise qui a coûté que dalle en premier opus, ou presque, et qui a rapporté 300 millions en box-office. Et là, les 2 prochains opus de la franchise sortent sur les plateformes de streaming directement. Je fais confiance à Ryan Johnson, et je pense qu'il va faire un bon travail. Au casting, il y aura pour l'instant Josh O'Connor et Kelly Spacey, donc c'est une bonne chose. Il sera révélé au fur et à mesure ce casting, mais j'aurais adoré voir cette franchise au cinéma, quoi. Ça qui est pénible. Atlas est top 1 sur Netflix. Cette bouse-là est top 1, quoi. Qui regarde ça, quoi? Qui va allumer ce truc et se dire, ok, je vais regarder Atlas? Mais ça a l'air tellement à chier dès le début. Tu regardes même l'affiche, ça a l'air à chier. Quelqu'un avait dit sur les réseaux, on dirait les faux films que tu vois dans les vrais films. C'est juste pas possible. Les gens préfèrent regarder Atlas que se déplacer au cinéma voir Furiosa. Le monde est foutu. D'ailleurs, si on parle de Netflix, il y avait un truc rigolo, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a bientôt 4 ans, Netflix a révélé qu'une série Assassin's Creed va sortir sur la plateforme. Depuis, 0 annonce. 4 ans quand même, hein. Rappelez-vous, Fallout, ça avait été aussi annoncé il y a 4 ans, une saison est déjà sortie. Hein. Le film Havoc avec Tom Hardy, gros film d'action qui a été tourné en 2021 pour Netflix, va avoir des reshoots. Et il sortira peut-être pas cette année parce qu'il était prévu pour l'automne 2024. Il a été décalé. C'est juste pas possible. Et alors là, Ted Sarandos, c'est vraiment n'importe quoi. C'est le PDG, ou en tout cas le co-PDG de Netflix. Il a dit quoi? Il a dit 2 choses qui sont stupides. Premièrement, il a dit que si Barbie et Oppenheimer étaient sortis sur Netflix, ils auraient été tout aussi gros. Mais t'es un malade. Si Barbie et Oppenheimer étaient sortis sur Netflix, les gens l'auraient regardé, surtout Oppenheimer qui dure 3 heures, en plusieurs fois, en mettant pause avec leur téléphone dans leurs mains, avec une télé de merde, un téléphone de merde peut-être aussi, et un système son à la con. Là où pour Barbie et Oppenheimer, les gens sont allés en salle. Ils se sont déplacés, il y avait tout un événement culturel par rapport au fait que tu t'habilles en rose pour Barbie et tout. Les gens, on en fait un événement physique, genre littéralement. Si Barbenheimer c'était sur Netflix, personne n'en aurait eu quelque chose à faire. Là, il fallait choisir où t'allais au cinéma, tu payais pour l'un ou l'autre, et tu payais littéralement en plus. C'est pas possible de dire ça, c'est juste factuellement faux quoi. Limite, on en aurait parlé pendant 2 jours, et puis basta. Et puis, Nolan, il aurait jamais autorisé ce film sur Netflix. Il préfère mourir que faire des films pour la plateforme de streaming. Et il a raison en vrai. S'il peut se le permettre encore financièrement, il a raison de faire que pour du cinéma. Mais jamais de la vie ça aurait été un gros événement. Et le mec, il a dit quoi? Il a dit que Lawrence d'Arabie est tout à fait regardable sur téléphone. Mais le truc, c'est, vous comprenez pas, c'est pas grave de voir des films sur son téléphone. C'est ok, sur son PC, son téléphone, sa télé, ok. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix en général. Moi, quand je regardais des films sur mon téléphone à l'époque, j'avais pas le choix.
J'avais pas mieux. Mais depuis que j'ai une télé, j'en regarde plus sur mon téléphone. Peut-être je regarde des épisodes de séries lorsque je voyage ou des choses comme ça, parce que c'est une série en plus, on s'en fout un petit peu dans la majorité des cas. Mais pour un film, surtout Laurence d'Arabie, le voir sur son téléphone, si t'as pas le choix, ok, et tu comprends la qualité du film. Mais rien ne rivalise entre voir Laurence d'Arabie sur son téléphone ou même chez soi et au cinéma. Moi, j'ai envie de revoir Laurence d'Arabie depuis quelques années là, mais j'attends une séance en salle. J'ai envie de le revoir au cinéma, genre sur un écran énorme. Et le 4K est pas dispo. Genre pour l'avoir, c'est super cher et tout, mais bref. J'ai envie de le revoir en salle et j'attends. Il y a des films comme ça, j'attends parce que j'ai envie de me reprendre la claque cinéma. Parce que c'est un film que j'ai jamais vu en salle et j'attends l'opportunité parfaite pour le revoir en salle et me taper les 3h30 de l'un des plus grands films de l'histoire. C'est ça que j'ai envie de faire. Et tu peux dire ce que tu veux, c'est pas la même chose. Et les gens se rappellent plus d'un événement en salle pour lequel ils se sont déplacés qu'un film Netflix. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons films Netflix, il y en a, mais c'est pas comparable, vraiment. Bref, ça me saoule encore une fois, mais vous me connaissez, je suis un rageux. Jeffrey Wright sera présent dans The Last of Us saison 2, et oui, il va reprendre son rôle qu'il jouait déjà dans le jeu vidéo, et tant mieux, c'est logique, il fallait le faire. Steve Carell va jouer dans une série HBO, très bonne nouvelle, par le showrunner Bill Lawrence. Bill Lawrence, un des showrunners les plus connus, c'est surtout Scrubs et même Ted Lasso récemment, donc très hâte de voir ça. Une série Green Lantern est prévue chez DC, ça on le sait depuis un moment, mais les scénaristes, waouh! Damon Lindelof, que vous connaissez sûrement pour Lost, ou même plein d'autres œuvres comme Watchmen si on reste dans les séries, et Chris Mundy qui a écrit Ozark, bossent tous les deux sur la série Green Lantern. C'est juste énorme, ça va être exceptionnel, c'est sûr. J'ai vu la bande-annonce de Beetlejuice, ça a l'air à chier. Je suis désolé, je suis un gros rageux encore une fois, mais on dirait un téléfilm. Ça sur Netflix, oui, à la limite, pourquoi pas. Ça c'est un film qui sort sur HBO Max, ou Max si vous voulez, 3 semaines après sa sortie. Ça va être un énorme flop, c'est pas possible. Mais qui a la nostalgie pour Beetlejuice? Ma génération, c'est sûr que non. Moi j'aime bien le premier, mais c'est sûr que tout le monde s'en fout. C'est les personnes de 40, 50 ans qui vont aller voir Beetlejuice avec leurs enfants, vous pensez? Déjà qu'ils vont pas en salle, alors pour Beetlejuice, j'y crois pas du tout. Un peu news jeux vidéo, j'ai vu un truc qui m'a énervé, j'ai vu cette personne-là qui a fait son test de Hellblade 2, qu'il a noté genre 92 et tout, et il a partagé sa grille de test. Oh l'enfer. Il ne faut pas juger l'art, si vous considérez les jeux vidéo comme de l'art, comme ça. Si vous jugez l'art par des choses objectives à chaque fois et t'appliques ces choses objectives à littéralement tous les jeux de la même manière, ça ne marche pas. Ce n'est pas normal de faire ça et de réfléchir comme ça. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Tu dois prendre chaque jeu individuellement, comparer à des jeux similaires, mais tu peux pas faire une grille genre voice acting, encore des trucs objectifs à la limite comme performance et tout. Oui, ok. Des trucs qui sont techniques, graphisme et tout. Mais encore une fois, même graphisme, on s'en fout un petit peu à la limite. Mais ça dépend des jeux. Et là, non, c'est juste dégueulasse. C'est pas possible. Si vous faites des grilles pour juger des films, des séries, des jeux vidéo, c'est pas possible. Des trucs qui reviennent souvent dans ce type d'œuvre-là, pourquoi pas. Mais là, comme ça, non. Non, c'est juste impossible. Et il s'est fait défoncer sur les réseaux. Et ils ont bien fait de le défoncer pour le coup. Et Hellblade, forcément sur Steam. En tout cas, personne l'a acheté. Mais c'est normal, pourquoi tu vas l'acheter? Un jeu de 5-6 heures que tu vas avoir dans le Game Pass pour 15 balles, tu t'abonnes une fois, tu joues à plusieurs jeux et tu te fais une après-midi Hellblade. Pourquoi t'irais acheter un jeu? Mis à part pour soutenir les développeurs, et encore on a bien vu que même si tu soutiens les développeurs, ça sert à rien parce que les studios sont fermés, le Game Pass comme le streaming, c'est en train de tuer le jeu vidéo. Vous allez voir, il n'y a pas d'argent dans le streaming, il faut le comprendre. Et personne n'achète Hellblade. Et c'est logique, il n'y a aucune raison d'acheter un jeu vidéo qui est disponible dans le Game Pass. C'est financièrement une bêtise. Et si on parle de jeux vidéo, George Miller aimerait bien que Hideo Kojima, qu'il aime beaucoup, c'est un de ses amis, fasse un jeu Mad Max. Il a d'ailleurs un peu critiqué le jeu Mad Max qui est sorti à l'époque, et je peux comprendre qu'il ait critiqué, le jeu en vrai était pas terrible en soi. Il y avait des bonnes choses, je dis pas, moi je l'ai bien aimé, mais le jeu était pas terrible, mais en même temps c'est normal, le jeu a été rushé, ils avaient pas le temps et tout. Plaisir coupable à la limite, pourquoi pas. Il aimerait bien voir d'ailleurs l'univers Mad Max en comics, en livre et en jeu vidéo. Elden Ring, il y a eu la bande-annonce story trailer, bah évidemment, Elden Ring, moi je comprends rien à l'histoire, comme tout le monde. J'aime bien l'ambiance, le gameplay et tout, et j'en parlerai parce que le DLC je l'attends comme pas possible, c'est mon attente numéro 1 jeu vidéo de l'année, et je vais prendre mes 3 jours de pause pour faire le DLC, j'ai trop hâte. D'ailleurs je suis en train de me refaire le jeu, beaucoup plus simple en New Game Plus pour le coup, beaucoup plus simple. Je l'ai quasiment fini en moins de 10 heures alors que la première fois j'ai mis 80 heures, mes détails. Bref, on en parlera sur la chaîne, j'en ferai évidemment une critique. Et les sorties de la semaine, ça sera cette fois-ci sur Netflix, la série Eric avec Benedict Cumberbatch. J'ai pas spécialement hâte pour le coup, et en plus je serai pas dispo pour la faire. Peut-être j'en parlerai la semaine prochaine, j'essaierai en tout cas voir si c'est bien ou pas. De l'autre côté, il y a le film Memory au cinéma qui a l'air pas mal, c'est l'histoire d'un homme qui perd progressivement sa mémoire et la relation avec une autre personne. Ça a l'air pas mal du tout, pour le coup, j'en ai entendu de bons retours. Et Abigail, le film de vampire dont j'ai fait ma critique pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.